Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui un nouvel épisode hors série du décodeur de la communication et nous allons parler musique, communication avec Karine Meyer qui est la directrice de la communication de la CGB et Noémie Bastos qui est directrice communication chez Orange. Karine, Noémie et moi avons travaillé de par le passé dans l'industrie du disque et sachez que certaines aptitudes nécessaires pour travailler dans ce secteur si particulier nous servent encore. Alors, bien entendu, nous allons discuter musique, mais aussi RSE, communication interne, communication B2B, communication corporate, et restez bien jusqu'au bout, car Karine et Noémie vont vous donner d'excellents conseils de carrière. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et si nous parlons de groupes que vous ne connaissez pas, sachez en tout cas que nous ne sommes pas des boomers, Noémie, Karine et moi. Vous pourrez même entendre la voix d'une vraie jeune, à savoir Alice, qui n'est autre que ma fille. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne écoute, en compagnie de Karine et de Noémie, et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Elles sont jeunes, elles sont directrices de la communication et ont une magnifique carrière. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, c'est un numéro un petit peu spécial du décodeur de la com parce que vous avez 3 fanatiques de musique qui ont travaillé dans l'industrie du disque dans les années 90 au début des années 2000. Et aujourd'hui, nous sommes tous les 3 dans la communication. Nous avons le plaisir d'être accueillis par Karine Meyer, la directrice de la communication de la CGB. Salut Karine. Salut. À ma droite, Noémie Bastos, directrice de la communication de la direction des entreprises France chez Orange. Salut Noémie. Salut Laurent. Mesdames, on a la chance déjà d'être à la CGB, la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Merci à toi Karine de nous recevoir. Avec plaisir. On va parler de nos anciens métiers, on va parler de communication, parce que c'est quand même le décodeur de la communication et non pas le décodeur de la musique. Mais une chose est absolument certaine. Déjà, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter? Honneur à Karine, si tu ne m'en veux pas, Noémie, elle nous reçoit. Karine, peux-tu te présenter en quelques secondes, s'il te plaît, pour nos auditrices et auditeurs? Tu es déjà passée dans le décodeur il y a 2 ans. Tout à fait. Donc, il suffit de réécouter ce podcast pour tout savoir sur ma carrière. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je participe aujourd'hui. Et je suis donc directrice de la communication de la CGB, qui est le syndicat qui représente les planteurs de betteraves, les agriculteurs qui font de la betterave à sucre en France. En France. Et si j'ai bien compris, tu es passée des guitares au terroir. Exactement. Tu nous en parleras tout à l'heure. Alors Noémie, tu es directrice de la communication chez Orange, mais alors c'est tellement un monde dans le monde Orange. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis directrice de la communication Entreprise France au sein d'Orange France. Cette direction commercialise tous les offres et produits et services à destination des professionnels et des PME et des grandes entreprises. C'est hyper simple. Mais c'est extrêmement simple, c'est du B2B. Exactement, c'est du B2B. Mais quel talent. Alors, tous les 3, nous avons travaillé dans l'industrie du disque. Je vais repasser la main à Karine, que tu dises très rapidement ce que tu as fait. J'en ferai de même pour toi, Noémie, qu'on resitue bien les choses. Et après, chers auditrices, chers auditeurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Karine, qu'est-ce que tu as fait dans l'industrie du disque à la fin des années 90, s'il te plaît? Alors, j'ai commencé chez Sony Music, en stage, chez Sony Classical, très exactement. Quel Donc, courage. Pas le service le plus glamour de Sony Music, mais très belle équipe et ça m'a mis un bon pied dans l'industrie de la musique. Et ensuite, j'ai été chez V2 Music en tant que chef de produit junior. Alors, pour nos auditrices et auditeurs qui ne le savent pas, V2 Music, c'était le 2e label de Richard Branson. L'homme qui a monté Virgin. Comme le monde de la musique est extrêmement petit, Noémie, je vais te demander de te présenter, mais vous allez voir que c'est vraiment un microcosme comme celui de la com et de la publicité. Je te laisse te présenter, Noémie, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes.
Alors, en ce qui me concerne, la musique, je pense que j'ai commencé un peu avant toi. Donc, j'ai commencé par Radio Latina. Donc, c'était déjà très musique. Et j'ai tout de suite enchaîné avec un label de musique indépendant qui s'appelait Celluloid Melody Distribution, où je faisais plutôt de la promo et du marketing. Alors, les moins de 20 ans peuvent pas Ils ne connaître. connaissent pas. Alors, peut-être que certains ont connu Césaria Evora, par exemple, puisque c'était, en fait, c'est là qu'elle a vraiment émergé complètement. Et j'avais travaillé sur ce premier album. C'était La Diva, enfin le premier. Elle en a fait plusieurs, mais La Diva aux pieds nus. Voilà, donc Saudade, le fameux morceau que peut-être les plus jeunes connaissent. En tout cas, je vous incite à le faire découvrir à vos enfants, ados ou petits. Voilà, donc là c'était vraiment 2-3 ans chez Mélodie Celluloid, et j'ai ensuite enchaîné avec Virgin, donc le fameux premier label de Monsieur Branson, Virgin, qui ensuite a mergé avec EMI Music, pour ensuite rejoindre les équipes de Sony BMG, qui à l'époque avait donc mergé avec BMG, voilà, pour ensuite partir vers d'autres aventures vers Orange. Vers Orange, parce que ça fait combien d'années maintenant que tu y es? Chez Orange? Oui. Oh, une petite quinzaine d'années. Exactement, comme Karine, qui a 15 ans de maison à la CGB. Exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on parle des années 90. Alors, je suis désolé pour les plus jeunes qui vont nous écouter, mais Mélodie, Celluloid, personne ne sait ce que c'est. Je me souviens d'un live de Trust que j'adorais écouter. Oui. Et puis, tu nous parles de Césaria Evora, avant qu'elle ne soit signée chez BMG. Oui, Le label s'appelait Luis Africa. tout à fait. José da Silva était le producteur. Exactement, un homme qui travaillait soit à la SNCF, soit à la RATP. Absolument, il était conducteur à la SNCF. Tu as raison. Et ben voilà, et c'est sa fille qui a repris le label. Tu me l'apprends. Et ouais, et je trouve ça absolument incroyable. C'est un homme, Luis Africa, donc qu'est-ce que c'est concrètement? C'était de la musique, de la world music, comme on disait. Et c'est un homme qui venait du Cap-Vert. Absolument, il est capverdien, Exactement. Donc comme Césaria. comme Césaria Evora, paix à son âme. Et moi, pour la petite anecdote, chez Sony Classical, j'ai quand même eu un artiste qui s'appelle Bobby McFerrin. Et on peut quand même souligner ce grand talent. Donc Sony Classical avait quand même des petits trésors bien cachés. Ah non, mais Sony Classical avait plein de BO avec... Titanic, notamment. Exactement. Et Bobby McFerrin, c'est l'homme qui a composé Don't Worry, Be Happy. Donc tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez vécu dans la grotte de Ben Laden. Bon, bref. Ou tapez sur YouTube Bobby McFerrin et vous pourrez l'écouter. Exactement. Donc c'est ce que tu feras, Alice. Alors sachez, chères auditrices, chers auditeurs, que Alice, ma fille, qui a 11 ans et qui viendra vous dire un petit coucou à la fin, eh bien, est présente. C'est elle qui s'occupe de la technique. Donc, ma chérie, tu iras taper Bobby McFerrin? Elle nous fait un nom de la tête. Je suis très heureux. La France va mal, que vous voulez que je vous le dise, mesdames. J'ai une question comme ça qui me vient au débeauté. On va commencer par Noémie. Tu es arrivée dans l'industrie du disque au tout début des années 2000, une période extrêmement compliquée, confère ce qui est passé sur Netflix avec l'arrivée de Spotify qui a tout changé. Tu es arrivée d'emblée dans le digital. Une vingtaine d'années après, toi qui es directrice de la communication, est-ce que ça te sert, cette expérience dans le digital que tu as eue dans l'industrie du disque, mais est-ce qu'elle te sert dans ce monde B2B d'Orange aujourd'hui ? Alors je dirais, là comme ça, je vois pas de lien particulier avec aujourd'hui mon travail dans le cadre du dans le B2B. Néanmoins, si je suis arrivée chez Orange aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai travaillé dans l'environnement du digital, dans dans les contenus et cette fameuse chaîne de valeur des contenus que je connaissais parfaitement, qui a fait que c'était quand même la musique, c'est un milieu à part. Je sais pas si on peut en dire autant aujourd'hui ou pas. Néanmoins, à l'époque, chez Orange, il y avait une vraie stratégie autour du développement des contenus, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui l'était dans les années 2006-2007. Et donc, à partir du moment où on avait une expérience, une expertise, justement cette connaissance de la production, de qu'est-ce qu'était une licence, c'est aussi un peu de propriété intellectuelle, etc., des notions. Il était évident que pour pouvoir performer dans ce domaine des contenus et pouvoir proposer des contenus à ses clients, Orange devait s'appuyer sur des expertises qui n'existaient pas au sein des équipes.
C'est donc effectivement tout naturellement qu'Orange s'est staffé avec des personnes comme moi. Donc il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues travailler chez Orange, qui venaient des maisons de disques pour pouvoir aller travailler sur ces sujets de contenu, d'achat, de licence, puisque c'était un peu différent. On n'achète pas de la musique comme on achète une paire de chaussettes. Donc c'est quand même assez étonnant que quelqu'un qui vient du monde de la musique, dans une période extrêmement troublée, tu arrives dans une boîte de télécommunications, une boîte telco, opérateur national et historique. 15 ans après, tu sois arrivé, est-ce que tu pensais sincèrement arriver à la place où tu es, de dire comme dans le B2B chez Orange? J'imagine que non. Non, pas du tout. Eh bien, merci beaucoup. Eh ben, au moins, c'est clair. Eh bien, c'est une magnifique réponse de Noémie. Alors là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La concision. Autant dans le monde de la musique, on n'est pas très concis. Il y a beaucoup de gens qui adorent s'écouter parler. Mais alors là, c'était extrêmement synthétique. Je dis bravo. C'est la concision. Ça, c'est le monde des telcos. Ça, c'est le monde des télécommunications. Tu as appris ça là-bas. Non, mais écoute, évidemment que j'y pensais pas. Je suis ravie d'être là où je suis aujourd'hui, mais il est vrai que avoir travaillé dans le monde de la musique, ça m'a permis d'avoir quand même un réseau assez conséquent. Beaucoup de personnes qui ont travaillé avec moi, d'anciens collègues, sont partis vers différents horizons aussi, et ont fait complètement autre chose. Moi, je trouve que malgré tout, ça a un vrai lien, ce que je fais aujourd'hui, puisque je tissais aussi beaucoup de partenariats à l'époque. J'ai fait pas mal de business développement. Dans le domaine du digital, j'ai quand même contribué à la première plateforme de téléchargement payant, à y mettre des contenus. Elle s'appelait Auditu et c'était une des plateformes qu'avait monté Peter Gabriel. Vous pouvez aller regarder aussi sur YouTube ce que chantait Peter Gabriel à l'époque. Un type absolument incroyable, un grand de ce monde. Donc il avait monté ça. Tu as un souvenir, toi, de Auditu, Karine? Pas du tout. Je devais être trop jeune. Exactement, on était trop jeunes. Je te parle plus, Karine. T'es affreuse. Donc c'est absolument incroyable. Karine, tu étais chez V2 Musique, donc on a parlé de Richard Branson, que l'on salue. Richard, si tu nous entends, viens passer dans le décodeur de la com. Mais trêve de plaisanterie. C'était quelques années avant, en tout cas, l'expérience de Noémie, puisque nous n'avions pas réellement de digital à l'époque, puisque... On n'était pas encore vraiment entré dans l'ère du numérique. Exactement. Tu es passé en agence, tu es passé dans le monde agricole, tu es passé des guitares au terroir. Ça fait 15 ans maintenant que tu diriges la direction de la communication de la CGB. Aujourd'hui, est-ce que le monde de la musique, même si c'était il y a quelques années, est-ce que ça te sert encore, ce que tu as fait, tous les plans marketing, tous les plans de communication, ou pas du tout, très honnêtement? Alors, d'une manière générale, j'estime quand même que tout ce qu'on fait dans notre passé, que ce soit même le moindre petit boulot, sert toujours. Voilà, je pense qu'il faut être ouvert à toute expérience. Et le monde de la musique a été vraiment mon premier emploi. J'ai commencé en stage chez Sony Music avec beaucoup d'intérim et ensuite chez V2 Music. Beaucoup plus dans le monde du marketing. Donc aujourd'hui, je suis dans le monde de la communication. Donc quand même, j'insiste sur la différence de ces deux domaines. Ceci étant, j'ai appris beaucoup de choses dans la musique qui me servent encore aujourd'hui. Surtout, alors le réseau, oui, je maintiens que le réseau est très important. Les relations presse, parce que j'en ai fait un petit peu à l'époque de la musique où j'ai organisé notamment des voyages de presse. Et même si les journalistes ne sont pas du tout dans la même cible, un journaliste reste un journaliste et savoir lui apporter le contenu qu'il attend, c'est quand même important. Et le contact humain. Voilà, le monde de la musique est un monde très sociable, on peut dire ça comme ça, où on s'amuse beaucoup, on fait beaucoup de fêtes, beaucoup de concerts, beaucoup de voyages. Il y a un côté très paillette, certes. On aime bien trinquer. Mais pour les personnes qui sont un peu timides, je pense que c'est un vrai tremplin. Et ça me sert encore beaucoup aujourd'hui. Karine, tu passes des guitares au terroir. C'est-à-dire que tu travailles aujourd'hui avec des agriculteurs. Noémie, tu passes dans le monde des telcos, des télécommunications, chez l'opérateur historique. Tiens, Noémie, je commence par toi. Il n'y a pas eu un choc des cultures quand tu es arrivée là-dedans? Alors certes, tu faisais des contenus digitaux, musicaux, certes, mais la culture d'entreprise, t'as dû te prendre un tsunami dans la tête, j'imagine, au début.
Une bonne gifle, ouais. Une bonne gifle. Je me rappelle que même si effectivement, on va dire la transition s'est fait naturellement puisque je continue à travailler historique un peu des télécoms, avoir transféré un mail à mes anciens collègues de Sony, un mail qui en substance disait donc il s'agissait de déplacer un carton sous un bureau puisque je ne pouvais pas mettre mes jambes. Voilà, quand je suis arrivée place d'Alray, qui était le siège historique d'Orange, eh bien, il a fallu que je fasse allez, je vais le dire ça comme ça, une DAX 22300 machin sous Genesis DM0 machin pour faire déplacer mon carton. Mais un truc complètement hallucinant et que je me suis empressée de leur envoyer et ils se sont bien moqués de moi en disant bah t'as signé, maintenant tu payes. Ok, donc un bon gros tsunami dans la tête. Ouais, en termes de process, beaucoup plus complexe, même si je travaillais déjà pour des majors où voilà, il y avait quand même c'était autre chose qu'un label indépendant, hein. Mais c'est vrai que en termes d'environnement et de collègues de travail, ça changeait beaucoup. On n'était plus dans ce côté très aussi chaleureux, je vais le dire comme ça, et proche, en tout cas dans les premiers temps, que ce que je connaissais en maison de disque, parce que c'est un petit milieu et que d'une manière générale, je pense que la plupart ont fait à peu près toutes les majors possibles et inimaginables au moins une fois dans leur vie. Surtout qu'elles ont quasiment toutes fusionné au début des années 2000. Sony BMG, Virginie MI à la fin des années 90. Et puis arrivé de V2, et là je passe évidemment la main à Karine, des rockstars au terroir en passant par les agriculteurs. Tu étais déjà passé dans le lait. Oui, j'avais fait un petit passage par le lait et en agence de com, donc la transition s'est quand même opérée un peu moins violemment que pour Noémie. Ceci étant, de passer de Tom Jones à un agriculteur, oui, effectivement, le pont est assez drôle sur le papier. Ceci étant, tu parlais de points communs tout à l'heure, mais en fait, je me suis aperçue que ce qui me plaisait, c'était de travailler pour de l'humain. Donc, je respecte évidemment les artistes et les bons artistes pour tout le talent qu'ils ont et toute la bonne musique qu'ils nous procurent. Mais je respecte aussi beaucoup les agriculteurs pour ce métier très noble et ils nous nourrissent tous les jours. Et en fait, en termes de talent, j'ai besoin de travailler pour des gens qui sont utiles à la société. On est bien d'accord, sachant que nos amis agriculteurs s'en prennent plein la tête. Plutôt. C'est quand même un peu compliqué. On va pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objectif aujourd'hui, et puis on va pas parler de choses qui fâchent, mais tu travailles avec une population, sincèrement Karine, qui a du mérite. Tout à fait. Je te le fais pas dire et ils ont beaucoup de mérite parce que c'est un travail pas simple, hein, qui se complique de jour en jour, hein, où les contraintes aussi bien techniques que réglementaires que climatiques s'accumulent et pour pouvoir sortir la tête de l'eau, c'est de plus en plus compliqué. Donc je tiens ici à saluer ce métier et j'encourage aussi les jeunes qui nous écoutent à se renseigner sur les métiers du monde agricole qui paraissent comme ça de prime abord peut-être un peu techniques ou un peu disons le mot qui fâche, voilà, je veux pas dire de gros mots, mais en tout cas vraiment qui s'intéresse à ce milieu parce que il est plein de ressources et plein de métiers très intéressants. Au passage, un petit rappel, d'ici une dizaine d'années, la moitié des agriculteurs partiront en retraite. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour les jeunes et les moins jeunes qui veulent rentrer dans ce beau métier. Et c'est un beau métier, hein. C'est un beau métier, le renouvellement des générations est un vrai point qui va être à l'ordre du jour des prochaines années et il y a besoin de renfort, clairement. Nous sommes bien d'accord. Noémie, le monde des télécommunications, comment se porte-t-il ? Avec Internet, avec les téléphones mobiles, avec les câbles qui passent sous la mer, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a du boulot ? Dis-nous tout, Noémie, parce que c'est quand même absolument incroyable. La musique nous rassemble tous les trois. Vous faites des métiers qui n'ont rien à voir avec ceux d'il y a 15 ans, nous sommes bien d'accord. Et tu le dis Karine, il y a énormément de boulot dans l'agriculture, dans les télécommunications. J'imagine que ça se porte plutôt bien. Noémie, tu confirmes, tu affirmes ? Ça se porte plutôt bien. On a annoncé notre nouvelle stratégie Lead the Future il y a quelques mois maintenant. Le B2B apparaît comme un très gros axe stratégique. Donc c'est important pour moi de le souligner.
Évidemment, ça a toujours été un axe stratégique, mais là, il apparaît d'autant plus fort. Après, je pense qu'on a un vrai pivot, nous, à faire, et on le fait autour de la responsabilité sociétale d'entreprise, donc la RSE, parce qu'on est dans les télécoms aussi confronté au fait que, on vend des tuyaux, de la connectique, des téléphones, etc., mais on a aussi cette problématique de d'être responsable, et elle nous tient à cœur, et c'est pour ça que dans le cadre par exemple d'un événement qui s'appelle l'Orange Business Tour, qui est un événement pour nos clients entreprises, eh bien on leur propose par exemple de ramener leurs terminaux dont ils ne se servent plus aujourd'hui pour pouvoir les recycler, et leur proposer un certain nombre d'initiatives et de solutions pour les accompagner dans ces problématiques de matériel qui dorment un peu partout et qui finissent souvent à la poubelle malheureusement, et voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, l'environnement et la RSE au sens large qui tient à cœur à Orange, et voilà. Est-ce que la RSE, Noémie, c'est une grosse partie de ton job, ou est-ce que, vu que tu es DIRCOM, tu as des gens qui sont en charge de ça et qui s'occupent de ça au quotidien ? Alors, sur mon périmètre propre, non, ça occupe pas une grande partie de mon activité au quotidien. J'ai effectivement dans mon équipe Thomas Tressac, qui est business partner et qui accompagne la RSE, tous les sujets de RSE, donc en lien avec le B2B. La RSE est plutôt gérée au niveau du comité de direction d'Orange France de la communication. C'est Gaëlle Levu qui en est sa directrice et qui est vraiment en charge de ces sujets, et c'est un sujet qu'elle prend à bras-le-corps et qui lui tient énormément à cœur, la RSE. Donc c'est plutôt géré à ce niveau-là, au niveau très très haut d'Orange. Et toi, Karine, beaucoup de RSE dans ce que tu fais, ou finalement pas tant que ça parce que ça fait partie de l'ADN de l'agriculture ? Je pense que tu as assez bien résumé. Bon, nous, déjà, on est une assez petite structure, donc la RSE en tant que telle n'a pas de service dédié. C'est un peu tout le monde, en fait, ici qui fait de la RSE, même sans le savoir. Et c'est surtout sur le terrain où nos agriculteurs qui sont souvent décriés, souvent critiqués. En fait, je pense que ce sont les premiers écologistes, il faut bien le dire. Et que par nature, le monde agricole a cette vocation RSE très forte. Karine, est-ce que tu peux expliquer ton quotidien de DIRCOM de la CGB ? Puis on en fera de même évidemment avec Noémie. Alors mon quotidien, je vais essayer de pas être trop longue parce que mes journées sont longues quand même. Il y a beaucoup de choses parce qu'on est une petite équipe. En plus, on est 2 personnes et un alternant, donc il y a tout à faire avec une petite équipe. Et mon quotidien est très varié. Il est surtout ponctué des grandes périodes de l'année, avec notamment 2 temps forts que sont le congrès de la CGB au mois de décembre, donc un événement interne mais important qui rassemble environ 400 personnes, et qui est un événement interne très important, un temps fort de la filière qui rassemble aussi bien nos adhérents que toutes les personnes inhérentes à la filière, et qui fait vraiment un point d'état sur l'année. Donc ça, c'est quand même the event pour le monde de la betterave. On enchaîne ensuite en février avec le Salon de l'agriculture. Voilà, un autre temps fort où on explique justement à toutes les cibles, que ce soit le grand public, les politiques, les journalistes, ce qu'est la betterave sucrière en France, pourquoi c'est un fleuron de l'agriculture française, tout ce qu'on fait avec nos débouchés, comment les citoyens se servent de nos produits. Donc ça, c'est un vrai temps fort. Et à côté de ça, il y a un vrai travail quotidien sur tout ce qui est digital. Évidemment, c'est une partie de plus en plus importante de ce métier, avec les sites internet, la gestion des réseaux sociaux, sachant qu'on est sur tous les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, avec chacun leur but. Et puis une autre partie aussi de com interne vers nos adhérents, évidemment, qui est une majeure partie de notre travail pour informer nos adhérents et leur apporter toute l'expertise possible du secteur. Sachant que tu as une rockstar interne qui s'appelle Miss Better.
J'ai une autre rockstar, donc que j'ai créée de toutes pièces, puisque les artistes me manquaient tellement, je me suis dit que j'allais en créer une. Et cette petite rockstar qui a maintenant 10 ans, 11 ans même, le même âge que toi, Alice, tu vois, est notre égérie et nous sert vraiment à communiquer vers tout type de cible et le grand public, et un vrai socle pour la communication de la betterave. Alors, juste pour info, Miss Better est suivie sur Facebook par plus de 100 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, près de 150 000. Bon, c'est une véritable rockstar, je dis bravo. C'était assez inattendu, en tout cas. Oui, parce qu'au début, ça devait être Mr. Better. Contre toute attente, elle a su séduire son public. Absolument. Mr. Better est devenu Miss Better, parce que c'est ça la genèse de ce personnage, de cette égérie, et qui est à chaque fois au Salon de l'Agriculture et qui fait un carton. Un carton plein. Et vraiment, les visiteurs reviennent d'une année sur l'autre en attendant la rencontre avec Miss Better. Et ce n'est pas toi, Alice, qui va dire le contraire. Non, j'ai rencontré Miss Better. Ah, la jeunesse est fantastique. Passons aux télécommunications. Noémie, directrice de la communication chez Orange, qu'est-ce que c'est que ton quotidien? Alors là, on est dans une autre structure, évidemment. Il n'y a pas de comparaison possible, mais ton équipe, on a parlé de Thomas Tressac, que l'on salue encore une fois, donc qui s'occupe de la RSE, qui est business partner, donc c'est quelqu'un qui s'occupe plus particulièrement d'une discipline, la RSE pour Thomas. C'est quoi ton quotidien, ton équipe, comment ça se passe concrètement? Alors déjà, l'objectif premier de ma direction, c'est de faire rayonner le B2B. C'est beau. Partout. Quand je dis partout, c'est déjà chez Orange, qui a quand même une grande culture du grand public, donc plutôt de l'abonnement que chacun peut avoir individuellement, et un peu moins du B2B. Donc moi, j'ai vraiment cette casquette, en termes de communication interne déjà, de faire rayonner le B2B pour qu'on en parle déjà beaucoup plus et que les collaborateurs d'Orange puissent être sensibles à cet axe stratégique très fort. Donc finalement, c'est un job au quotidien, si j'ai bien compris, hein? Tout à fait, tu as parfaitement compris. C'est une culture très B2C, comme tu le disais, on connaît tous Orange, mais le B2B existe chez vous et il faut le rappeler. Ok, alors 100% dédié au B2B, au quotidien, mais quoi d'autre? Alors ensuite, il y a, alors on est un peu dans une époque où les transformations sont nombreuses, hein, les changements d'organisation, on parle beaucoup d'optimisation, de mutualisation, de rationalisation, des gros mots en ion, et donc c'est un grand volet aussi de notre activité, c'est d'accompagner la transformation, les changements pour que les collaborateurs comprennent bien le sens de toutes ces transfos au quotidien. Donc c'est animer, c'est l'expliquer, faire de la pédagogie, et puis donner les preuves sur le fait que ça fonctionne, voilà, avec différents jalons. Donc ça c'est un vrai, je trouve, volet dans le métier de communicant aujourd'hui. C'est un sacré vraiment challenge. l'accompagnement. Ouais, c'est un gros challenge. C'est passionnant. Je trouve ça vraiment passionnant. Mais je trouve que, en tout cas, dans les métiers chez Orange de la communication, c'est devenu vraiment majeur en termes de mission. Voilà, cet accompagnement à la transfo. Ok, donc là, tu m'apprends quelque chose et tu nous apprends quelque chose parce que je ne pensais pas qu'il y avait ce volet interne. Convaincre les collaboratrices et collaborateurs autant. Alors c'est vrai qu'on est dans un monde de changement. Karine, tu es dans un monde de changement aussi dans l'agriculture. C'est différent évidemment dans une grande structure comme Orange, mais je ne pensais pas que c'était aussi prégnant, très sincèrement. Donc merci d'avoir mis le projecteur là-dessus. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ton équipe, par exemple, c'est combien de personnes? Parce que je sais que vous êtes à Arcueil, vous êtes dans un open space, mais moi qui suis déjà passé, c'est combien de personnes? Qui fait quoi? Oula, c'est compliqué pour un extérieur comme moi. Ce sont 10 personnes. La moitié sont donc des business partners communication qui siègent au CODIR des grandes directions, des directions majeures de la direction entreprise France, voilà, et qui ont vraiment pour mission d'accompagner la stratégie de cette direction. La direction entreprise France au global, c'est 8000 personnes, donc c'est pas rien, hein, c'est pas une goutte d'eau. Et donc il y a des directions qui sont plus ou moins ce qu'on appelle nous les directions métiers, qui sont plus ou moins importantes, avec un nombre de salariés très important, qu'il faut vraiment accompagner de manière voilà, de manière très proche. Et ces business partners, c'est ce qu'ils font au quotidien.
Si j'ai bien compris, c'est un petit peu comme si vous aviez une agence interne, c'est-à-dire que vous accompagnez vos clients internes qui sont les collègues et que vous êtes là pour accompagner le changement, faire passer des messages ou bien driver la communication, qu'elle soit dans la charte et qu'elle soit dans les clous. C'est bien ça ? Oui, tout à fait ça. Ok. Donc, 10 personnes. Donc, tu as ces business partners, donc c'est une partie de l'équipe. Et ensuite, la deuxième partie, c'est les experts. Et les experts ont des compétences en termes de éditorial. Ils savent écrire, donc des compétences rédactionnelles. Ils savent créer, donc des compétences graphisme, web design, des compétences aussi dans les outils, puisque vous le savez, on est passé nous sous M365, Teams, voilà, et donc on doit aussi s'approprier des nouveaux outils et trouver le bon outil qui va bien pour répondre à un brief, à un besoin qui nous est soumis. Et donc on a aussi des spécialistes dans ces domaines, des process et outils. Voilà, donc je crois que là j'ai fait le tour à peu près des expertises que l'on a dans cette équipe, et dont certains sont d'ailleurs polyvalents et peuvent en avoir plusieurs à leur arc. Est-ce que tu passes ton temps en réunion, comme tous les DIRCOM ou toutes les DIRCOM, dans les World Company comme la tienne ? Oui, il y a beaucoup de réunions chez Orange, mais comme je pense absolument partout dans les grandes multinationales, mais je les gère très très bien. Je voudrais rebondir sur les propos de Noémie qui sont très intéressants parce que quand elle parle évidemment de cette communication interne, je pense que l'ambassadeurat prend une place de plus en plus importante dans toutes les entreprises, enfin que ce soit des très grosses comme la tienne ou des toutes petites comme la mienne. Je me sens quand même un petit peu plus petite entre guillemets. Je suis pas dans une multinationale, mais en tout cas, nous les 23 000 agriculteurs qui font de la betterave à sucre sont nos premiers ambassadeurs. Et la com interne est extrêmement importante parce que les personnes qui représentent un produit, une profession, sont les premiers à savoir de quoi ils parlent et les premiers qui doivent être convaincus pour faire ce métier. Je m'aperçois que depuis le Covid, la communication interne, qui était la 5e roue, la 6e, voire la 7e, 8e roue du carrosse de la com, a repris ses lettres de noblesse et que ça n'est pas parti. Et moi qui ai fait beaucoup de com interne chez Publicis, j'avoue que je suis très heureux de ça et vous êtes en train de me confirmer, alors d'une certaine manière pour toi, parce qu'en effet, quelqu'un qui représente un secteur comme le tien, Karine, c'est absolument fondamental, donc il faut entretenir cette communication interne. Tu l'as dit, c'est quelque part dans ton ADN, Noémie. La com interne pour vous, et pour nos auditrices et auditeurs qui disent pourquoi je vais aller faire de la com interne, c'est un peu naze alors que je vais aller bosser dans le luxe. La com interne, selon vous, c'est quelque chose de fondamental ou est-ce que c'est fondamental ? C'est très simple. Ce qui se vit et ce qui se voit dedans, se voit dehors et se vit dehors. Donc à un moment, si tu n'embarques pas déjà tes collaborateurs, si tu leur donnes pas le sens, s'ils ne transpirent pas en fait ta culture d'entreprise, comment veux-tu qu'à l'extérieur, les clients, le public puissent le ressentir ? C'est pas possible en fait. La com interne, elle est essentielle. Je valide à 100%. Il faut être convaincu pour être convaincant. Mesdemoiselles, je vous pose 2 dernières questions et qui sont pas simples. Je commence par toi, Karine, qui nous reçoit et encore une fois, je te remercie. Quel conseil, justement, tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication, forte de ton expertise et de ton expérience ? Les jeunes ont toutes les aptitudes possibles pour se lancer dans la communication. Aujourd'hui, ils baignent dans les nouvelles technologies, dans les réseaux sociaux. Donc, ils sont très à l'aise sur tous ces supports numériques. Et c'est déjà une très, très bonne compétence pour rentrer à la communication. Et en plus, il faut être curieux et ne pas avoir peur de franchir des portes et de se lancer sur des projets innovants. Noémie, qu'est-ce que tu dirais à un jeune ou un moins jeune qui veut se lancer ? Je dirais que, d'abord, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, Karine. Et ensuite, je dirais quand même que être un peu polyvalent, ça peut être intéressant. Parce que je pense que quand on se lance dans la communication, soit on sait déjà ce qu'on veut faire et auquel cas on se forme. On fait une belle école, alors tout le monde n'y a pas accès. On fait un CELSA, par exemple, ou autre. Mais je dirais quand même qu'il faut... arriver à bien cibler
en fonction de ce qu'on aime. Si on n'aime pas se mettre en avant, c'est pas la peine d'aller vers de la prise de parole, par exemple en public. Voilà. Donc, faut vraiment s'interroger sur déjà sur son propre être, et ensuite se rappeler aussi que la communication est un métier. Peut-être le redire. Pour bien le faire, faut être à l'aise, à mon avis, sur plusieurs domaines, et c'est bien de un peu toucher à tout. Ne pas hésiter à faire des stages, ne pas hésiter à aller faire de l'alternance ici, par exemple, chez toi, et puis chez moi aussi, chez Orange, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrive à mieux cibler ce qu'on a envie éventuellement de faire par la suite en termes de communication. Mais c'est un magnifique métier. Et je rebondis sur ces propos très justes parce que les jeunes ont aussi une très grande chance en ce moment, c'est de pouvoir s'auto-former sur plein d'outils. Et d'ailleurs, actuellement, je recrute un chargé de communication digitale, donc je fais passer le message en même temps. Je reçois beaucoup de jeunes qui ont fait beaucoup d'alternance en effet et qui sont extrêmement polyvalents parce qu'ils ont beaucoup appris par eux-mêmes et tous les tutos ou autres contenus disponibles sur Internet les forment au quotidien sur un nombre d'outils incroyables. Merci beaucoup, mesdames, pour ces témoignages. Dernière question. On revient à la musique. Alors ça n'a rien à voir avec le boulot et vous avez très très bien parlé de vos jobs et je trouve que c'est justement passionnant. Mais la dernière question n'a rien à voir. On revient à la musique, 100%. Noémie, je te pose la question. Qui oui, tue ? Laurent. Oui, je te pose la question qui tue. Droit dans les yeux. Oui, madame Bastos, dans les yeux, je vous parle. Quels sont tes artistes favoris ? Je sais, c'est dur. Non, c'est pas dur. Mais je vais te répondre par rapport à l'état dans lequel je suis. Parce que moi, la musique, pour moi, je suis capable de te citer un artiste pour les moments où je suis hyper heureuse, voire même en train de sautiller partout, un peu euphorique. Et pas le même artiste si je suis dans un mood un peu plus bas, n'est-ce pas, et que j'irai plus vers de la musique rock progressif où tu vois des trucs qui me ouais je sais, non, ne louche pas, voilà. Donc, mais en tout cas, j'ai quand même des artistes favoris ever, et le premier, enfin pour moi, the big one, c'est Prince. Voilà, c'est Prince. Moi, Prince, au-delà du personnage, bon, il est mort, c'est vrai, mais pour moi, c'est un artiste hyper complet, autodidacte, qui était multi-instrumentiste, qui juste a fait, je crois, plus de 30 albums, ou environ 30 albums dans sa carrière, hyper prolixe, et voilà, j'adore Prince. Pour t'en donner un. Si tu m'en donnes un deuxième. Un deuxième demande à Karine et puis je vais réfléchir et te dire quel serait mon deuxième juste après. Karine, même question. Alors moi, je veux pas avoir le côté aussi un peu has-been ou copier, mais moi, s'il y en a vraiment un dont je suis fan devant l'éternel depuis toujours et que j'écoute encore tous les jours au quotidien, moi, c'est Michael Jackson. Oh, voilà. Je ne m'en lasse pas et malgré qu'il soit mort lui aussi, je pense qu'il est encore toujours vivant tous les jours. Prince, Michael Jackson. On peut pas dire que vous ayez pris les plus grands risques de votre vie, les filles. Hein. C'est sûr. Alors, ton deuxième artiste favori, Noémie, tu as évidemment le temps d'y réfléchir. Entre Bézu, entre Licence 4 ou Jul, lequel t'es favori ? Non, évidemment, je plaisante. Un deuxième artiste comme ça qui te vient au débeauté. Bob Marley. De la drogue. Ouais. Elle passe de la Gueudreau au Telco. L'une est passée des guitares au terroir. Non mais Bob Marley, arrêtez. Bob Marley. Oui. Alors pourquoi ? Parce que c'est pas que la ganja. Bob Marley, c'est quand même autre chose. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse aussi, en tout cas par rapport à ta question, quel est ton artiste favori ou quels sont tes artistes favoris ? Je peux pas aimer un artiste si je n'aime pas sa vie, son histoire, son œuvre. Et en l'occurrence, Bob Marley, c'est un sacré personnage. J'incite ceux qui ne connaissent pas sa vie à aller vérifier sur... mais je suis sûre qu'il y en a qui ne connaissent pas parmi les jeunes, si ? Oui. Alors, toute l'histoire ?
qu'on ne connaisse pas Magma. Parce qu'il avait d'accord. quand même des positions politiques très fortes. Et pour ça, je pense que c'est hyper important d'aller éventuellement... Hein ? T'es pas d'accord, toi ? Alors on demande à Alice, ma fille, Alice. qui globalement s'en fout royalement. On est d'accord que tu t'en fiches de Bob Marley ? Oui, un petit peu. Elle sera reniée. Tu n'auras rien, tu n'auras pas d'héritage. De toute façon, j'ai pas d'argent. Mais alors, tu as raison. Bob Marley, pour ceux et celles qui vivraient dans la grotte de Ben Laden depuis bien longtemps, c'est la première star du tiers-monde. C'est comme ça qu'on l'appelait. Oui. Un salut à Chris Blackwell qui fait partie avec Richard Branson et Henri Bellolo de mes 3 grandes idoles. Je n'ai aucune idole dans la communication. Mais mes 3 grandes idoles dans le business. C'est à nous maintenant. Vous verrez évidemment la modestie de ces 2 jeunes femmes. Alors, je tiens à vous le dire, vu qu'on est dans les confidences, la modestie qui honore Karine et Noémie et Karine. Tout seul. Voilà, c'est sorti tout seul, mais c'est tellement naturel et tellement spontané. Sachez qu'elles se ressemblent physiquement. Ce sont 2 grandes blondes. Très grandes. Hein. Ah ouais. Très très grandes. Avec Bah, des très 1m80, grandes jambes. Hein. Toutes 2 1m80. Oui, 1m40 de jambes. Exactement. Donc, trêve de plaisanterie. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous et on va conclure. Mais je pose la question à Karine, ton 2e artiste favori. Et si tu dis Prince, ça ne marche pas, hein, en te remerciant. Non, alors je vais être encore un peu peut-être has-been. Alors moi, c'est purement musical, mais moi, c'est Dépêche Mode. Je suis très fan et j'adore écouter Dépêche Mode. Mais peut-être un peu plus quand je suis down, pour le coup. Voilà. En tout cas, les filles, je tiens à vous remercier. C'est nous qui te remercions. Merci beaucoup. Merci déjà pour votre modestie. Ah ben oui, écoute. De t'intéresser. Non, je t'ai plus. À nous et à nos parcours. Non, ce qui est intéressant, c'est que finalement, je m'aperçois que ça vous sert encore, pas nécessairement au quotidien, ce que vous avez appris dans l'industrie du disque, mais ce relationnel, qui est fondamental. Après, on n'aime pas le côté showbiz que nous avons vécu dans les années 90. Je pense pas que ce soit tout à fait similaire aujourd'hui, parce que le métier a tellement changé, a tellement pris cher avec l'arrivée des Spotify, des Pirate Bay avant. Alors, ceux qui ont vu la série Netflix comprennent. Deezer aussi. Alors, Deezer Cocorico, qui n'est pas très très loin d'ici, dans le 17e, c'est français. Hein, Spotify également, alors qui est pas tout à fait français, qui est un petit peu plus au nord de l'Europe. Mais ce que je trouve super intéressant, c'est que ça vous sert encore. Finalement, ça vous a forgé, j'ai l'impression. On a beau dire, avoir travaillé dans l'industrie du disque fait qu'on a malgré tout en soi, qu'on le veuille ou non, une très grande créativité. Ça peut paraître bizarre, mais fréquenter des artistes, bon, on n'a pas fréquenté Bob Marley, j'espère que tu as fréquenté Dave Gahan, de près ou de loin. Bon, là, je pense que J'ai pas eu cette chance. Voilà, j'en étais sûr. Mais très sincèrement, fréquenter des artistes qui sont parfois, peut-être pour certains ou certaines, complètement perchés, c'est aussi une manière de remettre les pendules à l'heure quand on est chef de produit, quand on est au digital, quand on est au marketing ou à la promotion, qui sont encore des métiers qui existent, je l'espère, dans les maisons de disques. Et ça permet d'avoir les pieds sur terre, de revenir à l'essentiel et de se dire, OK, il part un peu en sucette, mais moi je vais le remettre, non pas dans ses buts, mais en tout cas faire en sorte qu'on puisse vendre. Et je trouve ça absolument passionnant parce que ça nous sert. Aujourd'hui qu'on vende une marque comme toi Orange, qu'on n'a pas besoin de présenter, Noémie, ou que l'on représente un métier qui est aussi une marque, parce que la betterave, c'est le sucre, c'est le bioéthanol, c'était en tout cas le gel hydroalcoolique, c'est absolument fondamental. Alors, tu es passé, Noémie, de la Gueudreau au Telco. Non, je plaisante. C'est parce que tu parlais évidemment de Bob Marley, qui n'a pas fumé que des cigarettes. J'ai ramené que du romarin, moi, du Luberon, là, de mon week-end au Luberon. C'est tout, hein. Eh bien, vous saurez tout. La France va mal, pauvre France. Chers auditrices, chers auditeurs, je suis très embêté, mais bon, que voulez que je vous dise, on ne choisit pas ses invités. Bien sûr que si, évidemment. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, je crois qu'on va se quitter. Karine, je te remercie de nous avoir accueillis. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Noémie, tu sais ce qu'il te reste à faire? C'est de passer en solo dans le décodeur de la com. Avec plaisir, mon cher Laurent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Karine. Merci, Laurent. Merci encore une fois. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre 2 femmes extrêmement modestes et formidables. Vous notez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous notez 5 étoiles sur Spotify. Ma fille est vraiment formidable. Merci les filles, vous avez été au top. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.